Je voudrais poursuivre mon étude sur les aspects qui sont probablement la pire chose, la pire invention de l'astrologie. Non, pas quand il s'agit d'étudier une progression d'une planète par rapport à un point de repère. Je trouve ça tout à fait normal que l'on choisisse un point de départ et que l'on détermine la progression du cycle en considérant les aspects entre le point qui est mobile et le point fixe de départ. On va dire, par exemple, il y a 60 degrés, il y a 120 degrés, il y a 180 degrés entre le point de départ, qui peut être le point vernal, qui peut être une étoile fixe, qui peut être n'importe quoi, et le facteur qui est mobile. Hein. Donc l'aspect, c'est pour moi le rapport entre le mobile et le fixe. Mais ça n'est pas la base d'une interprétation de signification, c'est simplement un moyen de déterminer à quel stade d'un cycle on se trouve. Ensuite, selon le stade où on se trouve, il y aura une signification. Mais cette signification sera liée à une tonalité spécifique à cette période-là, et non pas au mélange entre deux facteurs qui servent à déterminer le cycle. C'est ça que je ne comprends pas. Pas tout mélanger. Alors, il y a des ambiguïtés dans la tétrabible de Ptolémée. J'ai découvert un chapitre, mais un seul chapitre, au livre 3, qui s'appelle Les qualités de l'âme. Et là, nous avons, effectivement, mais c'est vraiment un cas unique, une série d'études. Par exemple, on a Saturne, puis Saturne avec Jupiter, puis Saturne avec Mars, puis Saturne avec Vénus, puis Saturne avec Mercure, Jupiter, Jupiter avec Mars, Jupiter avec Vénus, Jupiter avec Mercure, Mars, Mars avec Vénus, Mars avec Mercure, Vénus avec Mercure, Mercure. Voilà, donc là, effectivement, le livre 3 de la Tétrabible se termine par cette étude de combinatoire, la familiarité de Jupiter avec Mercure, lorsque Mars, etc. Donc là, on a effectivement une matrice qui, sous le chapitre 14 du livre 3, intitulé « Des qualités de l'âme ». Alors ça, c'est tout à fait atypique de la Tétrabible. Et j'ai déjà mentionné à quel point dans la Tétrabible on trouve des choses tout à fait étranges qui n'ont rien à voir avec le reste. Et on se dit, tiens, comment ça se fait qu'il y a ça dans la Tétrabible. Alors je vais prendre maintenant le manuel pratique d'astrologie de Georges Antares, avec lequel d'ailleurs j'ai commencé à faire de l'astrologie, enfin des premiers manuels que j'ai appris, où j'ai appris l'astrologie, pas cette édition d'ailleurs, mais une édition plus tardive. Et là, effectivement, nous avons les aspects interplanétaires. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, André Barbeau, quand il parle des cycles planétaires, il entend des cycles de deux planètes. Donc il entend quelque part une combinatoire entre deux planètes. Quelque part. Mais on pourrait en débattre, parce que c'est peut-être aussi une simple façon de vouloir baliser les choses. Mais néanmoins, on voit bien qu'il considère des significateurs qui sont liés à ces deux planètes, et qui donc, ces deux planètes vont donc se combiner. Et c'est cette combinaison que je considère comme inacceptable. Donc là, Antares, qui est antérieur à Barbeau, parce que cette édition, par exemple, elle est de 1950, et Barbeau a publié son manuel, son traité de la pratique d'astrologie en 1900, au début des années 60, donc 10 ans plus tard. Et en fait, le manuel d'Antares, il est déjà paru bien avant. C'est pas la première édition, c'est une réédition. Et c'est un manuel belge, hein, je rappelle. Alors, les aspects interplanétaires. Aspect du Soleil, Soleil-Lune, Soleil-Mercure, Soleil-Vénus, Soleil-Mars, etc. Donc là, bien sûr, chaque fois,
on vous parle on vous fait une sorte de petit dosage entre deux planètes qui vont se mélanger. Voilà, je ne parle même pas de la question de savoir si c'est. Alors, eux, ils disent en Thalès, ils distinguent le bon aspect du mauvais aspect dans chaque cas. Alors, Soleil, Jupiter, bon aspect, mauvais aspect, etc., etc. Aspect de la Lune, etc. Voilà, donc il y a comme ça des pages entières sur les aspects des planètes. Aspect d'Uranus, aspect de Neptune, voilà. Et il étudie même, d'ailleurs, les aspects des planètes à l'ascendant et au milieu du ciel, hein, pour faire bonne mesure. Alors, je vous dispense, mais je vais quand même vous donner un exemple. Mars-Saturne, par exemple. Bon aspect, détermination, énergie, action, intense et soutenue, formidabilité, exécutive, etc. Mauvais aspect, dureté, égoïsme, Mars-Uranus, aptitude pour une... Bon. Donc finalement, l'astrologie, comme ça, évidemment, elle gagne en diversité d'expression considérablement. On est compte tous ces significateurs qui se mélangent, qui se combinent entre eux, c'est la base même de l'enseignement de l'astrologie, à la limite. Hein. Bon, pas chez Ptolémée, puisque là on a vu que c'était un cas particulier, mais dans tout ce qui est notamment la question de l'astropsychologie, on ne peut pas concevoir l'astropsychologie sans un mixage des significations planétaires et sans un mixage et remixage des significations planétaires et des significations zodiacales, etc., etc. Bon, ça c'est quelque chose qui est un trop-plein, un excès de l'astrologie, un excès de bagage de l'astrologie, dont il semblerait que l'astrologie ne puisse plus se passer, n'est-ce pas? C'est un bagage indispensable. Interdire aux astrologues de combiner les significations des planètes, pour ne prendre que ce cas, il y a beaucoup, leur dire que ça ne vaut que pour déterminer des cycles, et donc des subdivisions qui elles-mêmes pourront être porteuses de signification, leur interdire de considérer que ces cycles en eux-mêmes sont porteurs de signification, leur demander de s'en tenir à la signification d'une planète en particulier, chaque fois. Le problème, si vous voulez, l'espèce de dilemme, c'est quand on décide, comme l'a fait Barbault, et dans la ligne de son frère Armand Barbault-Rubénius, il considère, dans les années 1940 à peu près, il considère que la meilleure façon d'établir un cycle en astrologie, c'est de combiner deux planètes. Alors déjà, moi je ne suis plus là. Déjà. De combiner deux planètes, mais à partir du moment où on combine deux planètes, on est obligé de tenir compte des significations de ces deux planètes, puisqu'elles sont chargées de significations. Si on combine une planète avec une étoile fixe, on n'a pas ce problème-là, parce que l'étoile fixe, elle n'a pas de signification nécessairement. Mais deux planètes, on est déjà embarqué dans une sorte d'alchimie planétaire épouvantable. Et c'est une véritable maladie. Hein. C'est une pléthore, c'est une obésité, c'est quelque chose qui défigure l'astrologie, véritablement, cette façon de vouloir combiner. Bon. Et puis je ne parle même pas des transits qui viennent, là encore, combiner. Voilà. De toute façon, le mot combiner, combination, cuisine, sont des mots qui sont devenus la base même de l'enseignement astrologique. Bon. Les astrologues n'arrivent plus à admettre que, et je disais dans une précédente vidéo, voilà, il y a un temps pour telle planète, il y a un temps pour telle planète. Bon. Il y a un dasha
pour Mars, il y a un d'achat pour la Lune, il y a un d'achat pour Saturne. Bon, très bien. Et puis quand on change d'achat, eh bien, on change de planète. Mais il n'y a pas un mélange de la Lune avec Saturne. Hein. Sauf si on se sert de cette combinatoire pour fixer un cadre, pour fixer un cycle, mais pas pour déterminer la signification du cycle. La signification d'un cycle, dans le meilleur des cas, elle est faite autour d'une planète, pas de deux planètes. Ou alors il faudrait qu'il y ait, une des deux planètes qui ne soit pas prise comme significateur. On pourrait éventuellement décider, par exemple, que lorsqu'on combine Mars avec la Lune ou avec le Soleil, c'est Mars qui est important et pas la Lune et le Soleil. On pourrait éventuellement des choses comme ça. Bon. D'ailleurs, mais là, par exemple, je vois bien que chez Antares, hein, parce que c'est le nom ça s'appelle en réalité Mostad, il y a bien un combinatoire Soleil-Mercure, Soleil-Mars, etc., qui ne respecte pas cette idée d'une combinatoire où il y aurait un facteur neutre. Par exemple, on peut dire que le point vernal, c'est un point de départ qui est en lui-même neutre. Bon, maintenant, on peut s'amuser à vouloir dire que oui, mais c'est du bélier, et le bélier va se combiner avec telle et telle planète. Il y a un temps pour chaque chose. Il faut qu'il y ait une sorte de substrat astronomique qui détermine un cadre, qui détermine une rythmique, et puis il faut, à partir de là, faire des subdivisions selon un certain nombre de critères de combien de divisions, combien de subdivisions, et puis attribuer à ces différentes subdivisions des significations, mais jamais en les mélangeant. Là, il ne faut pas mélanger les significations astrologiques. Ça, c'est un point important. Ni les significations planétaires, ni les significations... quand on dit, par exemple, que le Soleil, quand quelqu'un dit qu'il est né, par exemple, dans le signe des Gémeaux, le Soleil est en Gémeaux, mais le Soleil n'apporte pas sa signification de Soleil. Il désigne simplement les Gémeaux. Et dans l'astrologie hindoue, c'est pareil. Si on dit que quelqu'un est né avec la Lune dans telle constellation, la Lune n'a pas d'effet. Elle dessine la constellation, mais elle ne va pas se combiner avec la constellation en tant que significateur. C'est pour ça que quelque part, Morin de Villefranche, bon, il faudrait que je revoie un peu ce qu'il dit sur ce sujet, mais Morin de Villefranche Morin de Villefranche, je ne veux pas dire de bêtises, mais il évite ce genre d'écueil, je crois. Il évite ce genre d'écueil, mais je dois le vérifier, j'en reparlerai à une autre occasion. La plupart des astrologues, malheureusement, n'ont pas évité ce genre d'écueil. Même en astrologie mondiale, on n'évite pas ce genre d'écueil. Sauf effectivement, dans le cas de l'ouvrage d'André Barbeau, Les astres et l'histoire de 1967, où effectivement, il introduit une théorie astrologique, un modèle astrologique, où les planètes n'ont pas de signification. Alors, pas du tout. Il y a des conjonctions. Ces conjonctions marquent, quand elles sont multiples, quand elles se regroupent dans un certain angle du thème du zodiaque, elles marquent une tension, ou éventuellement elles marquent une détente quand elles sont réparties dans l'ensemble du zodiaque, mais à aucun moment, dans ce cas-là, Barbeau ne parle des significations spécifiques aux conjonctions ou aux différentes planètes. Il a compris, à cette époque-là, que ce n'était pas la façon de faire. Il a débarrassé, en 1967, l'astrologie de cette maladie des combinatoires de signification. Et même à la limite, il est allé très loin, puisqu'il a même, dans son système de cet indice de concentration planétaire, il ne tient même pas compte du nom des planètes. Il dit qu'il y a tant de planètes qui sont regroupées sur 30 degrés, sur 40 degrés, etc. Point final. Donc là, il va très loin. Bon. Malheureusement, aujourd'hui, on n'en est plus là. Malheureusement, après cette période qui correspond à une sorte d'âge d'or de l'astrologie des années 60-70, l'astrologie a régressé et retombé. Et là, au contraire, aujourd'hui, en 2014, on ne jure plus que par les combinaisons des significations des planètes, des mélanges avec planètes et zodiaques, etc. Bon. Et ça, c'est complètement la décadence de l'astrologie.